Monsieur le Premier ministre, je tiens d'abord à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de participer donc à ce 20e colloque du syndicat des énergies renouvelables. Nous connaissons votre engagement de longue date pour la lutte contre le changement climatique et nous venons d'en débattre entre nous. Donc, engagement que vous poursuivez aujourd'hui en tant que maire de Bordeaux, qui doit être une des villes françaises les plus agréables, si pas la plus agréable, grâce notamment à votre action et à toutes les mesures d'adaptation que vous avez prises. La métropole de Bordeaux s'est en effet dotée en 2017 d'un plan d'action pour un territoire durable à haute qualité de vie, au travers duquel elle souhaite devenir l'une des premières métropoles à énergie positive d'ici 2050. Et pour cela, un plan d'action prévoit de porter dès 2030, donc dans 11 ans, la part des énergies renouvelables produites sur le territoire de la métropole à 32% de sa consommation d'énergie. De tels engagements illustrent parfaitement le rôle que peuvent jouer les villes dans la lutte contre le changement climatique. Un exemple très concret est la création d'un centre d'essai d'hydroliennes fluviales ou estuariennes, le CDO, que l'on peut admirer pratiquement en face de votre mairie, en tout cas à très faible distance. Donc nous sommes très heureux, Monsieur le Premier ministre, de pouvoir vous écouter et je vous cède donc la place. Je vous donne la parole. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer par remercier le syndicat des énergies renouvelables et son président de me donner l'occasion de m'exprimer devant ce 20e colloque et devant une aussi belle assistance sur une question qui me tient effectivement à cœur, le changement climatique, ses conséquences et la façon d'y parer. Sur cette question, nous savons tout. Nous savons ce qui est en train de se passer et nous savons ce qui nous attend dans les prochaines décennies. Et le débat qui vient d'avoir lieu nous a permis de nous remettre en tête tous les éléments de ce constat. J'ai été particulièrement intéressé par ce que nous a dit Madame Masson-Delmotte. Je voulais vous renvoyer aussi à un petit livre qui vient de paraître sous la signature d'Anne Essel, de Jean Jouzel, que vous connaissez bien, et de Pierre Larouturou. Et cet ouvrage s'appelle « Réveillez-vous ». J'en donnerai brièvement quelques extraits pour camper à nouveau le paysage. Aujourd'hui, les canicules provoquent chaque année quelques 3000 décès en Europe. À la fin du siècle, on pourrait déplorer chaque année 150 000 morts. Deuxième citation, « Si rien n'est fait pour stopper le réchauffement climatique, certains pays du globe pourraient devenir totalement invivables à l'horizon 2070. » Et encore, un rapport de la Banque mondiale de mars 2018 évoque 143 millions de migrants climatiques d'ici à 2030. L'ONU chiffre ces futurs flux à 1 milliard de personnes sur la même période. Je ne m'attarde pas davantage sur ce constat, on pourrait développer bien d'autres aspects. Nous savons aussi quelles sont les causes de cette catastrophe annoncée. Et là encore, je renvoie à Réveillez-vous et au titre du chapitre 2 de cet ouvrage, un réchauffement qui vient pour l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre. Si l'on ajoute à ces phénomènes l'aggravation des pollutions de toutes sortes, de l'air, de l'eau, des terres, la régression spectaculaire de la biodiversité, qui peut s'apparenter à une nouvelle extinction des espèces, l'épuisement des ressources rares, sur une planète, et on évoque rarement cette dimension démographique,
qui pourrait compter 10 à 11 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, et qui ne sera donc plus du tout le monde que nous avons connu tout au long de l'histoire de l'humanité, on voit que c'est la survie, non pas de la planète, mais de l'humanité qui est en cause. Dans ces conditions, agissons-nous pour éviter le pire? Et je serais tenté de répondre oui et non. Oui, quand je vois les actions que mènent des organisations comme Électriciens sans frontières, ou bien la FAO, ou beaucoup d'ONG. Et puis, plutôt non, quand je constate le retard que nous prenons pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Tout le monde a salué l'accord de Paris lors de la COP 21 en décembre 2015. En octobre 2017, voici ce qu'en écrit l'ONU Environnement. Il existe un écart catastrophique entre les engagements pris par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et ce qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés Celsius. Écart catastrophique. Sans pointer du doigt tel ou tel, je voudrais quand même rappeler la responsabilité écrasante de l'administration américaine dans ce domaine. Je lisais récemment que les États-Unis sont en passe de devenir le premier producteur mondial d'énergie fossile avec le gaz et le pétrole de schiste. La France, de son côté, se fixe des objectifs ambitieux et cohérents avec sa stratégie pour l'énergie et le climat et sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais la crise des Gilets jaunes, dont je le rappelle, le facteur déclenchant a été la hausse de la fiscalité sur le diesel, montre que l'acceptabilité de ces politiques reste encore à construire, faute d'en avoir assuré l'accompagnement social. Vous avez, Monsieur le Président, rappelé ma qualité de maire de Bordeaux et de président de Bordeaux Métropole. Je me demanderai donc si nous sommes plus vertueux au niveau local. Je serais tenté de répondre oui et de citer un exemple, le plan climat-air-énergie territorial que vous avez évoqué et que notre métropole a effectivement adopté en juillet 2017. C'est un plan ambitieux qui s'organise autour de 3 idées principales. D'abord, accélérer la transition énergétique pour faire de Bordeaux Métropole une des premières métropoles à énergie positive. Bordeaux Métropole, c'est 750 000 habitants, je le rappelle. Ce n'est pas une très très grande agglomération. Deuxième grand axe, préserver et valoriser les 50% d'espaces naturels, agricoles, sylvicoles, viticoles, qui constituent le territoire de la métropole. Et troisième objectif, accompagner, je dirais même mobiliser les acteurs de ce territoire, c'est-à-dire nos concitoyens. Je voudrais simplement donner quelques détails sur le premier axe de travail de ce plan, qui est celui de la transition énergétique, avec 2 priorités. Première priorité, réduire la consommation d'énergie avec une cible principale, l'habitat ancien, la rénovation des logements existants qui sont une des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre. On le sait bien, pour ce qui concerne les constructions neuves, nous sommes évidemment aux normes. Là encore, nous avons essayé de fixer des objectifs concrets, 9000 logements rénovés et dont la qualité thermique a été améliorée à compter de 2020. Nous étions à 3000 il y a 2 ou 3 ans et mon équipe me dit, ça va, on est à 5000. Sauf que ça ne va pas. 5000, ce n'est pas 9000. Il nous faut donc passer vigoureusement à la vitesse supérieure. Et comment ? D'abord, en sensibilisant nos populations. Nous avons remis à jour la thermographie aérienne du bâti bordelais de façon que chacun puisse identifier les fuites qui sortent du toit de sa maison ou de son immeuble. Ensuite, en faisant un très gros effort d'information des candidats à la rénovation. Et nous avons mis en ligne une plateforme marénov-bordeaux-métropole.fr sur laquelle on peut trouver d'abord tout le détail des aides et des procédures existantes qui constituent souvent un maquis, comme toujours dans nos procédures administratives, qui donne aussi des contacts avec les professionnels compétents qui peuvent réaliser les travaux nécessaires. Et puis,
Troisième façon de mobiliser davantage, aider au préfinancement de ces travaux, qui souvent constituent une charge importante pour les propriétaires. Et donc nous sommes en train de créer une société de tiers-financement avec le soutien de la Caisse des dépôts pour qu'elle puisse faire l'avance des travaux en se récupérant ensuite sur les économies d'énergie. Deuxième grande priorité, produire localement des énergies renouvelables et des énergies décarbonées ou bas carbone. Là encore, l'objectif est ambitieux, vous l'avez rappelé, 32% d'énergie renouvelable en 2030. Ben, on n'y est pas. On n'est pas en 2030, mais on n'est pas non plus à 32%. On est à 14% et ça progresse lentement. Il faut donc là aussi accélérer. Et mes équipes savent que je leur mets un peu la pression pour aller plus loin. Quelles sont ces sources d'énergie renouvelables? D'abord la biomasse, et tout particulièrement le bois énergie. Bordeaux est proche du plus grand massif forestier exploité de notre territoire. Avec l'ADEME, nous élaborons un plan d'information des consommateurs et des professionnels sur la modernisation des appareils de chauffage et sur l'amélioration de la qualité du bois. Deuxième source d'énergie renouvelable, bien sûr, l'électricité photovoltaïque. Je n'entre pas ici dans le débat sur le stockage qui a été évoqué à l'instant. Nous avons déjà pas mal progressé dans ce domaine. Il y a quelques années, nous avions couvert l'ensemble du parking du parc des expositions de la ville, où il y a 7000 places de stationnement, par des ombrières, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques. L'opération avait failli capoter parce que c'est le moment que le gouvernement avait choisi pour rabaisser significativement le prix de rachat de cette énergie. Nous allons continuer. Nous avons en ce moment un projet d'une des plus grandes centrales photovoltaïques urbaines sur 60 hectares à l'emplacement d'une ancienne décharge de déchets sur laquelle on ne peut pas construire. Et donc nous allons y installer cette grande centrale urbaine. 6 ans de procédure avant de donner le premier coup de pioche. On revient sur la complexité de tout cela. Nous essayons aussi d'inciter systématiquement, et c'est devenu chez moi une marotte, les propriétaires de logements ou de centres commerciaux à installer des centrales photovoltaïques sur leur toit. Et pour cela, nous allons utiliser le véhicule du plan local d'urbanisme, le PLU, ou des règlements de ZAC pour rendre plus ou moins obligatoire ces équipements. L'énergie éolienne sur le territoire bordelais, ça peut surprendre, on n'est pas très loin de la mer, c'est pas terrible. On a essayé de faire des tests et ça marche pas. En revanche, nous avons un grand fleuve avec des courants puissants, un marnage élevé, et nous y testons donc l'énergie hydrolienne dans le cadre du projet CDO, dont l'artisan numéro 1 est ici présent au premier rang, Marc Lafosse. Il s'agit dans la Garonne, au pied de notre pont historique, le pont de Pierre, d'installer des turbines qui produisent de l'énergie à partir du courant. Et cette expérimentation mériterait d'être davantage mise en valeur et soutenue, notamment dans le programme de transition énergétique. Et puis, nous développons systématiquement les réseaux de chaleur, en particulier dans tous nos nouveaux quartiers. Bordeaux est une ville en pleine transformation. Nous avons de grands secteurs d'aménagement qui se succèdent. Et nous faisons en sorte que les logements qui se construisent par milliers sur ces secteurs d'aménagement soient alimentés par des réseaux de chaleur, eux-mêmes alimentés à 80% par des énergies renouvelables. Nous en avons plusieurs d'ores et déjà et nous comptons multiplier par 5 la production de ces réseaux de chaleur d'ici 2030, alimentés par de la géothermie. Nous sommes en train de réaliser un forage à 1700 mètres de profondeur, alimenté par l'énergie bois, je l'ai dit, et des chaudières bois, alimenté aussi par la récupération de chaleur de nos usines de traitement des eaux usées ou d'incinération des déchets. Nous commençons même à utiliser l'énergie des data centers. Les ordinateurs, ça dégage beaucoup de chaleur et on peut récupérer cette énergie. Nous sommes en train d'équiper un immeuble de 9 logements, c'est encore modeste, de radiateurs ordinateurs, c'est comme ça qu'on m'a dit que ça s'appelait, donc pour récupérer cette énergie. C'est dire que l'innovation est également la clé dans ce domaine, l'innovation technologique, et nous avons la chance à Bordeaux d'avoir un tissu de start-up sous le label French Tech, mais innovation aussi en dehors du secteur numérique. C'est ainsi que nous avons une politique maintenant d'encouragement assez systématique
à la construction d'immeubles de grande hauteur à ossature bois. Certains pays nordiques y sont déjà habitués. En France, c'est assez rare et nous avons déjà inauguré un premier immeuble de ce type. Innovation sociale aussi, et je vais y revenir, parce que l'enjeu, c'est de mobiliser nos concitoyens. Et nous organisons chaque année ce concours que nous appelons Famille à énergie positive, qui consiste à demander à une cinquantaine de familles bordelaises de se prêter à une sorte d'amicale compétition pour savoir quelle est celle qui économisera, sans travaux particuliers et simplement par des changements de comportement au quotidien, le maximum d'économies sur sa facture d'électricité, sa facture d'eau, sa facture de gaz. Et les résultats sont spectaculaires. On arrive à des diminutions de 25 à 30%. Nous essayons de sensibiliser aussi nos concitoyens à la production de déchets. Nous avons signé, parfois ça me paraît un petit peu, comment dire, insatisfaisant, une charte zéro gaspillage, zéro déchet. J'aime bien signer les chartes. J'aime bien de savoir ce qui se passe quand on a signé la charte après. Eh bien, zéro gaspillage, zéro déchet, là non plus on n'y est pas. Et l'année dernière, on a même vu une certaine croissance de la production de déchets dans notre agglomération. On m'a expliqué que c'était à cause de la croissance démographique, mais ça veut dire que par unité, ça ne baisse pas. Il faut donc là aussi que nous mettions le turbo et nous organisons chaque année un festival zéro déchet pour sensibiliser nos populations. Voilà un peu ce que nous essayons de faire dans ce domaine spécifique de la transition énergétique, et plus exactement de l'habitat. Je n'ai pas parlé d'autres secteurs qui sont également très producteurs de gaz à effet de serre, bien sûr celui des déplacements et de la mobilité. Je voudrais, pour ne pas être trop long, d'abord remercier l'ADEME, ses présidents successifs qui sont ici présents, son président actuel, Arnaud Leroy, qui était là parmi vous et qui nous aide beaucoup dans cette politique. D'abord, qui nous a aidés à obtenir le label Cité Énergie. Nous préparons en ce moment la labellisation économie circulaire. Et puis, nous organisons, avec le soutien de l'ADEME, depuis plusieurs années, des assises de la transition énergétique. L'idée est venue de Dunkerque. Dunkerque s'est ensuite tourné vers nous. Il y a 2 ans, ces assises ont eu lieu à Bordeaux. Genève a voulu nous rejoindre. Cette année, c'était à Genève. L'année dernière, c'était à Genève. Cette année, c'était à Dunkerque. Et ce sera à nouveau à Bordeaux. Et ces assises ont rencontré un vif succès. Et nous souhaitons que beaucoup d'autres grandes organisations nous accompagnent. Je pense notamment à Enedis, qui assure le service public de la distribution d'électricité. On est en train de discuter du renouvellement de nos conventions et j'espère que les prochains partenariats se montreront un peu plus agiles, un peu plus transparents, un peu plus innovants que les méthodes traditionnelles de coopération dans ce domaine. Je disais tout à l'heure, réveillez-vous. Réveillons-nous donc, j'y reviens. Car je pense que le déclic ne s'est pas encore véritablement produit et que pour qu'il se produise, il faut que chaque citoyen passe à l'action. Tout à l'heure, je crois que c'était M. Echevin qui disait « si le climat était une banque, etc. » La différence est claire, c'est que la faillite de Lehman Brothers, c'était la catastrophe le lendemain matin. Malheureusement, le réchauffement climatique, ce n'est pas demain matin, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans. Et il n'y a pas encore, parmi nos concitoyens, ce sentiment d'urgence qu'il faut que nous créions. Il faut continuer à sonner le tocsin. Pour cela, nous avons, je pense, 2 leviers, excusez-moi d'être peut-être un peu trop pragmatique ou trivial. Qu'est-ce qui peut vraiment motiver nos concitoyens? La santé et le portefeuille. La santé, et la prise de conscience est là. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous respirons? Qu'est-ce que nous buvons? Comment peut-on changer nos modes d'alimentation ou nos modes de vie tout simplement? Et puis le portefeuille, c'est le pouvoir d'achat. Parce que faire des économies sur sa facture d'eau, sur ses déchets, sur sa consommation d'énergie, c'est évidemment aussi de l'argent gagné. C'est sur ces 2 leviers, je crois qu'à court terme, il faut jouer avec une méthode qui tient d'un mot, participation. Mot tout à fait à la mode aujourd'hui, et qu'il faut essayer, bien sûr, de rendre de plus en plus concret. Et les terrains locaux sont des terrains d'élection de la participation. Dans toutes nos villes, nous avons des conseils de quartier, des ateliers de concertation, des conseils citoyens, etc. Je viens de créer à Bordeaux, après quelques autres villes françaises, pas très nombreuses, une centaine sur les 36 000 communes, un budget participatif
dont l'idée est précisément de demander à nos concitoyens de choisir eux-mêmes un certain nombre de projets d'équipement dans la limite d'un budget qui est mis à leur disposition et de voter sur ces projets avec une dominante développement durable. Ça démarre juste. Au bout de 15 jours, 3 semaines, nous avons déjà sur le site internet dédié une centaine de propositions de projets et la votation, comme le disent nos amis suisses, aura lieu au mois d'avril. J'espère que cet appétit de participation se traduira dans les faits. Les communes qui ont mis en place des budgets participatifs aujourd'hui ont un taux de participation aux votations de 4%. Grenoble, qui a beaucoup travaillé depuis 4 ans à ce projet, est arrivé à 8. J'espère que Bordeaux dépassera 10. J'ai lancé aussi un grand exercice de remue-ménage à Bordeaux que j'ai appelé Bordeaux Métropole 2050, en invitant mes concitoyens à s'interroger sur la ville dans laquelle ils voudraient vivre en 2050. Au début, ça a paru un petit peu ambitieux, un petit peu déconnecté des préoccupations quotidiennes. Et puis finalement, ça marche. Nous avons plus de 30 000 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à cet exercice. Pour essayer de répondre à ces questions, comment allons-nous nous loger? Comment allons-nous nous nourrir? Comment allons-nous nous soigner? Comment allons-nous nous former dans les décennies qui viennent? Et comment allons-nous nous déplacer? Je disais tout à l'heure que le deuxième grand secteur producteur de gaz à effet de serre, après l'habitat et avant l'industrie sans doute, c'était la mobilité, c'était les déplacements de façon générale. Et là, je suis surpris de voir la capacité d'imagination de mes concitoyens. En revenant à des procédés parfois un peu traditionnels, j'ai envoyé récemment une délégation à Brest, et elle est revenue absolument fanate du téléphérique, qui permet de traverser la rade de Brest. Donc nous allons peut-être à Bordeaux créer des téléphériques pour traverser la Gironde, ou la Garonne plus exactement. Et puis on est plus innovant dans d'autres secteurs. Bordeaux vient de signer avec la région, Bordeaux Métropole et la région, et l'Europe, un accord de partenariat pour développer le transport par drone, transport de marchandises et même transport de personnes, qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'embouteillage du ciel. Voilà un peu les innovations que j'ai en tête pour essayer de provoquer cette prise de conscience. Je serais tenté de dire aux actes citoyens, nous pouvons peut-être encore réussir. Je dis peut-être. Hier soir, j'ai lu la double page du Monde, comme peut-être certains d'entre vous, qui s'intitule « Le succès inattendu des théories de l'effondrement ». Ça m'a rappelé un petit souvenir. J'ai lu le livre de Jared Diamond qui s'appelle « Collapse, l'effondrement » en 2006 à Montréal. Il s'agit de savoir si notre civilisation va disparaître. Notre civilisation fondée sur les énergies fossiles va disparaître dans les années 2030. Ne sous-estimons pas ce risque, mais prenons ces prospectives avec certaine prudence, une certaine circonspection. Je me souviens, il y a peu de temps, avoir entendu de distingués scientifiques m'expliquer que le pic de pétrole, c'est-à-dire la baisse de la production et de la consommation, était pour 2020. On n'a jamais autant consommé et produit. Et donc, ceci ne doit pas nous dispenser d'agir pour mettre au monde un nouveau modèle de développement, ce qui peut nous rendre confiants finalement, après toutes ces choses inquiétantes que nous avons entendues depuis ce matin, c'est que nous commençons à être interpellés par nos enfants. Et je pense que vous avez vu ce qui s'est passé dans les rues de Bruxelles, ou à la suite de l'appel de cette jeune Suédoise lors de la COP24, qui se tournait vers les responsables actuels en leur disant « C'est vous qui serez responsables du monde dans lequel nous allons vivre », eh bien, cette manifestation a rassemblé plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de très jeunes gens, enfants ou adolescents. C'est donc quelque chose qui va nous amener peut-être à bouger. Et ce programme et cette action pourraient peut-être aussi, permettez-moi de conclure ainsi, constituer un très beau projet pour l'Europe, qui pourrait être en première ligne de cette invention d'un nouveau modèle de développement. Peut-être en parlera-t-on dans les semaines qui viennent. Peut-être. Merci de votre attention.